J'ai toujours fait attention un peu à ma consommation. La dernière chose que j'achetais pas en faisant attention, enfin j'avais essayé, puis j'avais rien trouvé qui me convenait, c'était les sous-vêtements justement. Alors, à l'époque, il y avait quoi, le slip français. Bon, le discours du slip français, vraiment, c'est pas du tout mon délire. Donc du coup, voilà, je trouvais pas, et donc j'avais lâché l'affaire. Il y avait rien qui me semblait satisfaisant dans le sous-vêtement masculin, alors qu'on est quand même tous obligés d'en porter, quoi. Et donc, je me suis dit banco. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop-Up. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas, cofondateur de Petron. Petron, c'est une marque de sous-vêtements masculins que Nicolas vous présentera bien mieux que moi. Pendant près d'une heure, on va échanger sur la passion qu'il voue à son produit et de comment il s'en sert pour parvenir à faire exister Petron dans le milieu hyper concurrentiel de la mode. La discussion qu'on a eue avec Nicolas est vraiment passionnante, j'ai découvert quelqu'un de vraiment amoureux de son produit et ça fait plaisir à voir. Alors si ce contenu te plaît, pense à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide à faire connaître le podcast et à recevoir des invités toujours plus cool. Allez, sans plus attendre, je te laisse avec l'épisode. Hello Nicolas, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Pop-Up. Pour ceux qui te connaissent pas, je te propose de commencer par te présenter. Salut Yann, je suis le cofondateur de Petron. Petron, c'est une marque de sous-vêtements sur le modèle des NVB. Donc c'est les marques digitales, alors ça veut dire Digitally Native Vertical Brands. Donc c'est les marques nées du digital et qui vendent en direct aux consommateurs normalement. On s'est rencontrés nous sur un point un peu particulier puisque vous venez d'achever une refonte de votre boutique sur laquelle on a été amené à collaborer un petit peu. Et c'est à cette occasion-là qu'on a découvert Petron, qu'on vous a découvert, toi et Marion. Et il y a pas mal de choses sur lesquelles on a accroché, il y a pas mal de valeurs qu'on partage en commun. Mais avant de raconter un peu ce que vous faites maintenant, l'idée étant de comprendre un peu d'où tu viens. Vous êtes pas parisien, ce qui est quand même assez singulier dans le milieu des DNVB. Et donc l'idée étant pour moi de comprendre un peu d'où tu viens et de comment t'en arrives aujourd'hui à fonder Petron. Alors moi j'ai grandi à Auch dans le Gers, donc à part s'il y a des amateurs de rugby, ça risque de pas parler à grand monde. J'ai fait mes études jusqu'au lycée, après je suis allé à Toulouse. J'ai fait des études d'économie, de comptabilité puis d'économie. Ça me destinait plutôt à être prof. D'ailleurs, j'ai commencé par faire l'UFM. Et puis, je me voyais pas me dire à 25 ans, je fais le même métier jusqu'à la fin de ma vie. Ça m'angoissait un peu. Donc, je suis parti aller habiter au Royaume-Uni pendant 2 ans. Et en revenant, j'ai fait le boulot que j'ai trouvé. Et comme quand j'étais étudiant, je travaillais dans des call centers. J'avais un peu d'expérience en commerce. Donc j'ai travaillé dans le commerce. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que le commerce, je m'en sortais pas trop mal. Donc puis que ça me plaisait pas mal aussi. Donc en même temps que je bossais, j'ai repris un master plus orienté commerce. Et je me suis spécialisé dans le marketing du luxe après. Et c'est à ce moment-là que je suis parti à Paris. Donc là, on parle d'il y a 11 ans, 12 ans. Et je suis parti à Paris pour travailler dans des boutiques, en gros manager de boutique. Pour qui à ce moment-là? Premier boulot, c'était manager des ventes aux Galeries Lafayette à Haussmann. Donc les managers des ventes, c'est des employés Galeries Lafayette qui font la liaison entre les marques et les galeries en fait. Après, j'ai bougé chez Bexley. C'est une marque lyonnaise de chaussures. Donc j'étais directeur de boutique, j'ai fait plusieurs boutiques là. Et je les avais particulièrement repérés parce qu'en fait, ils faisaient de la vente par lot. Et leur discours, c'était de faire vente directe. Bon, c'est pas une marque digitale à la base, hein, même s'ils ont un site internet qui tourne vraiment très bien. Mais leur discours, c'est de dire on fait le meilleur rapport qualité-prix parce qu'on vend en direct, uniquement dans nos boutiques ou sur notre site internet. Alors les chaussures en elles-mêmes, elles sont... la qualité est correcte, mais c'est un peu ringard, quoi, comme marque. Donc c'est pas ça qui m'a attiré. mais par contre, c'était le côté... l'organisation commerciale, vraiment tout ce qu'il y avait derrière la marque. Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses. C'est une véritable machine de guerre, cette marque. La première boutique dans laquelle je bossais, on avait 17 mètres carrés de boutique, on faisait 2,5 millions, je crois. Ouais, donc avec un marketing très très solide. Le marketing, il n'y en avait quasiment pas en plus. Hein. C'était vraiment la promesse de la marque. Je crois que maintenant ils en font un peu plus, mais moi à l'époque, la seule communication qu'ils avaient, c'était le livret SNCF et le livret Air France. Et ils faisaient peut-être 30 millions de chiffre d'affaires, quoi. Bon, ça faisait un moment que j'avais dans l'idée de créer une entreprise. Enfin, j'ai toujours voulu entreprendre en fait. Je savais pas exactement dans quoi. Je me suis intéressé au modèle des NVB suite à ça, en me disant c'est vrai que la vente directe, si le produit est satisfaisant et qu'il n'y a pas d'offre comparable en termes de satisfaction sur le marché, c'est quand même plus facile et on n'a pas besoin d'être le champion du monde de marketing pour s'en sortir, quoi. Parce que si on se met sur un segment de marché qui est un peu compliqué, avec un produit qui est pas différenciant, bon, à part d'avoir fait une grande école et d'être vraiment super fort en marketing, la majorité des marques vont se planter, quoi. Après, je suis parti furtivement à l'Exception. C'est un concept store en ligne à l'époque de marque française.
qui faisait un point physique en fait, un point de vente physique à ce moment-là. Donc toi, tu les rejoins sur la partie physique à ce moment-là. Donc, je suis resté quelques mois, puis assez vite, je suis parti chez De Fursac. Là, c'était plus parce que j'aimais la marque pour le coup. Et en l'occurrence, c'était moins bien organisé De Fursac. Alors pareil, ils ont été rachetés, donc je sais pas, c'était plus compliqué. Voilà, c'est des très beaux produits, mais sur un marché qui est très concurrentiel. Et le costume, c'est pas non plus le marché en croissance incroyable. Et alors, il y a plein de marques. En plus, c'est des marques qui ont des moyens parce que c'est des marques un peu patrimoniales pour certaines. Donc du coup, c'est compliqué. Et franchement, la vente, il fallait que des profils de vendeurs qui étaient expérimentés, quoi. C'était difficile d'être junior et de s'en sortir chez De Fursac, quoi. Je me sentais prêt à créer ma boîte. J'étais plutôt parti sur la maroquinerie au départ. Et puis j'étais en sortie d'escalator en costume dans des galeries Lafayette et on nous prenait un peu pour les renseignements. Du coup on me demandait tout le temps où sont telle chose. Bon, la première chose qu'on me demandait c'était les chaussures. Mais bon, les chaussures c'est pareil, ça demande beaucoup de fonds pour se lancer, très concurrentiel, c'est compliqué. Avec quoi. Une grosse profondeur de gamme en plus parce que t'as une déclinaison en pointure, donc en fait avec un stock et un volume qui est hallucinant. Ouais, c'est ça, puis pointure, demi-pointure, ça coûte cher parce que quand tu te lances, faut créer des formes. Les formes, c'est 2000-3000 euros par paire, il fallait beaucoup de fonds, c'était compliqué, je pense qu'il fallait quand même quelqu'un qui sait designer et tout. Donc les chaussures, je m'étais dit non. Et la deuxième chose qu'on me demandait, c'était les sous-vêtements. Les sous-vêtements, masculins, j'étais à l'étage homme. J'ai toujours fait attention un peu à ma consommation. J'ai toujours essayé d'acheter des produits qui étaient produits en Europe ou dans des pays où il n'y avait pas d'exploitation. Faire attention à ce que je mangeais. Si j'achetais, j'adore la BD par exemple, la BD c'est le même prix partout, mais j'ai toujours acheté que chez des indépendants parce que je me suis dit au moins que mon achat ait un impact, quoi. La dernière chose que j'achetais pas en faisant attention, j'avais essayé, puis j'avais rien trouvé qui me convenait, c'était les sous-vêtements justement. Les chaussettes, j'achetais des marques de chaussettes qui étaient faites en Europe, mais vraiment les boxers, à l'époque il y avait quoi, le slip français. Bon, le discours du slip français vraiment c'est pas du tout mon délire. Un peu Startup Nation. À l'époque c'était un peu école de commerce, on fait des black poètes, bon, c'était pas mon truc, quoi. Et donc du coup voilà, je trouvais pas et donc j'avais lâché l'affaire. Et je me suis dit mais c'est vrai qu'en fait il y a rien vraiment de satisfaisant il y avait rien qui me semblait satisfaisant dans le sous-vêtement masculin, alors qu'on est quand même tous obligés d'en porter, quoi. Et donc je me suis dit banco, rupture conventionnelle et puis on part sur ça, quoi. Là il y avait Marion qui est ma compagne avec qui on était ensemble depuis 8 ans à ce moment-là, je pense. Elle bossait, elle était directrice d'un service de communication digitale dans une agence de com. Elle continue à bosser. Mais le soir, elle rentrait du boulot, elle bossait sur Petron, quoi. Elle faisait toute la partie communication sur Petron. J'ai un pote qui est dans l'univers des blogs depuis un moment, des blogs de mode masculine, sur les forums, tout ça, qui m'a mis en contact avec 2-3 personnes, et on s'est retrouvé assez rapidement à avoir des articles dans Comme un camion d'abord, et après dans Bonne Gueule. Ouais, ce qui sont quand même des références encore aujourd'hui, et à l'époque, je pense que... C'était quand ça, du coup, pour remettre un peu de contexte Ça, c'était en 2019, mi-2019. Bon, c'est pas si vieux non plus, mais oui, c'est énorme référence dans le domaine, pour le coup. Lancer une marque en ayant des articles chez eux, c'est plutôt pas mal, ouais. Bonne Gueule, en l'occurrence, c'était en plein été, et on a vendu, on en avait acheté notre premier stock qui est arrivé en mars, et ça nous a vidé tout le stock en 10 jours, quoi. Ce stock-là, tu le finances sur tes fonds propres? C'est quoi, c'est de l'achat-revente? Tu fais déjà fabriquer tes pièces, ou est-ce que c'est vraiment tu fais de la distribution, finalement ce stock il vient d'où et comment il est conçu? C'est nous qui le concevons. C'était quasiment que moi à ce moment-là. Comme je dis, Marion faisait la com, quoi. C'est moi qui achète des boxers à droite à gauche pendant un an, qui voit ce que je préfère dans celui-là, dans l'autre et tout, et je fais développer 2 modèles de boxers et 10 modèles de chaussettes. Je suis pas du tout technique. Vraiment, l'ordinateur, c'est vraiment pas mon truc. Et donc, j'apprends un peu à utiliser Photoshop pour faire des designs de chaussettes qui sont pas les mieux réussis du monde, on dira. Donc, j'ai bossé sur le produit pendant un an. On était parti au Portugal avec Marion pendant un mois pour faire le tour des usines. Et on a fait des prototypes, beaucoup de prototypes. Je crois qu'au bout d'un moment, ils en avaient marre de moi, sachant qu'en plus, il s'avère que Nicolo, qui est un des rédacteurs de Bonne Gueule, pile au moment où je me dis, ouais, mon prototype, ça va, fait un comparatif des boxers. Et met détail par détail ce qui est important pour lui, des détails que j'avais pas vus en plus. Je refais faire des prototypes, ils en pouvaient plus. T'as une marque qui n'existe pas et qui leur fait faire 10-15 prototypes, là tu joues avec leur patience, quoi. Comment ça se passe d'ailleurs dans le cadre de ce développement? Toi tu payes pour une prestat de prototypage, tu payes au prototype, comment ça s'organise? En gros les prototypes ils sont offerts si tu passes une commande derrière. Non, je crois que tu les payes au double du prix de la prod.
Donc en gros, si tu as fait 15 prototypes, tu payes comme si tu avais produit 30 boxers, quoi. Oui, donc vraiment tu joues avec leur patience, parce qu'ils prennent pas d'argent sur le prototypage du coup. Puis je pense que ça leur coûte beaucoup plus de temps, parce que le prototypage, à mon avis, à chaque fois qu'ils font un prototype, c'est peut-être une demi-journée de travail pour une personne, quoi. Bon, après, au final, ils ont bien fait d'avoir parié sur nous, parce que je pense que on doit peut-être même maintenant faire genre entre 20 et 30% de leur production, quoi, de leur chiffre d'affaires. Donc, mais surtout, au départ, on arrive, on leur dit, ouais, on est personne et on veut vendre qu'en ligne. Tu peux faire du wholesale, c'est le nom pour dire quand tu vends aux boutiques, en fait. Et là, on leur dit, non, nous, on va pas faire de wholesale, et on va travailler avec des marges serrées. Quand on leur a dit ça, on a bien vu à leur visage qu'ils étaient pas convaincus, quoi. On sort la première prod qui était pas parfaite, hein, malgré les 15 prototypes. Nous, la première erreur, c'était on avait mis des étiquettes. Moi, je suis pas extrêmement sensible, donc je l'ai tenté. Les prototypes, je l'ai passé à mon père aussi, il est pas sensible. Bon, on les sentait pas, les étiquettes. Visiblement, il y avait des gens plus sensibles que nous. Et donc, première prod, je crois qu'on avait 5000 produits. Et on a dû couper au ciseau à ongles tous les angles de toutes les étiquettes. Ça déjà, ça t'apprend la vie, et derrière tu mets plus d'étiquettes. Ouais, bah derrière on a mis en transfert après. Deuxième production en transfert, qui a généré le deuxième problème. Nous on a pris une matière qui est toujours la matière qu'on utilise, mais pareil on l'a fait évoluer. Et en fait c'est un mélange de micro-modal, enfin de tencel modal et de coton. Le tencel modal, c'est une fibre de bois. C'est une fibre qui a été inventée par Lenzig, qui est une société autrichienne, qui, à partir de bois de hêtre, fait des fibres textiles. On dirait que c'est une espèce de super coton. C'est plus doux que le coton, c'est thermorégulant, c'est plus résistant, c'est antibactérien, ça sèche plus vite, ça froisse moins, enfin, ce serait comme un coton de luxe en fait, comme vraiment le meilleur des meilleurs cotons, et encore c'est un peu mieux même. Et cette matière-là, ben, elle a pas d'aspérité. En fait, le coton, je sais pas si t'as déjà vu un cheveu au microscope, c'est un cheveu, hein, c'est un cheveu de mouton quoi, et en fait t'as une fibre centrale, et après t'as plein de petites follicules qui partent sur le côté. Et là sur le micromodal, ben, vu que c'est créé par l'homme, c'est complètement lisse. Donc ça fait que les fils, ils glissent plus quoi. Et eux, ils avaient pas trop travaillé avec cette matière-là jusque là, et ils les arrêtaient comme des boxers en coton. Première production, on s'en rend pas compte parce qu'en fait l'arrêt du fil était pris dans l'étiquette. Et là, l'arrêt il est classique comme pour un arrêt de coton quoi. 4 boxers sur 5, au bout de 2-3 lavages, en fait, l'arrêt se défait quoi. Donc on avait fait des préventes, on avait vendu, je sais pas, 300, 400. Et là, les 300, 400, il y en a les trois quarts qui nous disent que, surtout qu'en plus, on vend à peu près 5 produits en moyenne. Donc ils en avaient tous forcément un qui se défaisait. Et donc là, faut remercier ma mère pour ça. Parce que là, c'était une production à 15 000. Ma mère a fait les 15 000 arrêts. Sur plusieurs années, hein, mais... Donc elle reprend pièce à pièce. Tous les soirs, quand elle regarde, quand elle se met devant la télé, tous les soirs, pendant 2-3 heures, elle fait des arrêts de boxer, quoi. Oui, bah oui, et en même temps, t'as pas le choix parce que, ta prod, tu peux pas t'asseoir sur 15 000 pièces et Ah non, mais nous, si on avait dû s'asseoir sur 15 000 pièces, c'était fini, on n'avait plus les moyens de continuer. Fin de l'aventure, quoi. Toi, à la base, en fait, t'as aucune formation. Comment t'as appris tout ça? Bon, déjà, moi, j'aimais bien la matière. Chez De Fursac, il y avait un petit book de 200 pages sur la matière, sur l'histoire et la technique de la matière. Après, j'étais sur des forums de mode aussi, je lisais pas mal de trucs sur la matière, donc c'était un sujet qui m'intéressait déjà. Et après, ouais, je me forme au contact des usines, ouais. En allant sur les salons, en allant voir les filateurs. Après, il y a un truc qui est bien aussi quand tu te lances dans la mode, je sais pas si ça existe toujours, il y a l'Institut français de la mode, tu peux aller, ils ont une bibliothèque, donc d'histoire et de chiffres de la mode en fait, et qui est accessible gratuitement sur rendez-vous quand t'es chômeur et avec un projet d'entreprise dans la mode. Si t'es curieux, tu peux apprendre beaucoup de choses. Oui, parce que du coup, en plus, oui, vous faites fabriquer vos propres matières. Nous, on va de A à Z, quoi. C'est vraiment du sur-mesure, quoi. En fait, moi, le constat selon lequel je suis parti, c'est les hommes, en fait, les sous-vêtements, ça les intéresse pas. Ce qui va être dur, c'est de les convaincre d'essayer. Et il faut vraiment, quand ils essayent, ils se disent, ah ouais, là, en fait, j'ai jamais rien essayé de tel, et je pourrais rien acheter d'autre, en fait. Et du coup, que d'une, peut-être il en parle. Bon, on parle pas trop de nos sous-vêtements entre nous en général, mais bon, on sait pas, on peut espérer qu'il en parle en disant, moi, je suis quand même vachement confort et tout. Et de deux, surtout, que ça soit après un client fidèle, quoi. Ce qu'on appelle la long time value, quoi. Et nous, bon, ça, c'est 100% réussi. Maintenant, le plus dur, c'est toujours, pour nous, c'est l'acquisition. Mais là, on a sur notre chiffre, on a 68% de clients qui sont des clients existants, en fait. Oh la vache. Ok. Ah ouais, donc un taux de rétention incroyable. On sent l'amour du produit dans ce que tu racontes. C'est pas très étonnant, et en plus, t'es sur un produit qui est sur un taux de repeat assez fort. Enfin, je pense quand même que vous êtes sur un produit qui est très particulier dans la mode. D'une part, tu vas t'exposer à assez peu de saisonnalité, tu vois, dans les couleurs, et en plus, avec un taux de repeat qui peut être très élevé, quelqu'un qui est content d'un t-shirt, il peut quand même avoir envie de changer de t-shirt, tu vois, c'est quelque chose qui se voit, qui va porter. A priori, si t'es hyper confort dans ton boxer,
tu peux racheter le même encore et encore et encore, a priori, tu vas pas t'en lasser, quoi. Non, tout à fait. Bah, c'était ça, en fait. On savait depuis le début que le défi, c'était de convaincre les gens d'essayer. Une fois que c'est essayé, si vraiment on a bien travaillé sur le produit, on allait garder le client, quoi. Que c'était vachement important de faire un produit vraiment satisfaisant. Et là, en l'occurrence, tout notre entourage, soit nos amis, notre famille et tout ça, nous disent que, en gros, maintenant, ils portent plus que les nôtres. On a toujours des stocks de boxers d'avant. Mais en fait, vraiment, ils les mettent comme tous les nôtres sont sales, quoi. Mais même, moi, je porte plus que, on fait des t-shirts aussi et tout. L'idée, en fait, on a retravaillé avec une agence de branding, là, récemment, pour essayer de positionner le discours de la marque, en fait. Et eux, ils sont venus avec l'idée qu'on était, le compagnon des vêtements à même la peau, en fait. Donc, du coup, moi, je porte que du Petron à même la peau. Mais c'est très très difficile, surtout sur des choses comme le t-shirt où t'as une grande zone de contact sur la peau. C'est très très difficile de repartir sur un t-shirt en coton, en pur coton derrière, quoi. Je sais pas, ça tire, ça gratte, enfin c'est désagréable, quoi. C'est comme mettre une montre quand t'en as jamais mis, quoi. Les t-shirts sont arrivés quand dans votre stratégie? 1 an plus tard. 1 an après la première prod de Boxer, du coup? Ouais, c'est ça. Donc en gros, première prod de Boxer, très vite vendue grâce à l'article de Bungle. T'enchaînes sur une deuxième prod. Que vous écoulez en combien de temps à ce moment-là? 6 mois, je pense. Hein. Oui, donc assez rapide, parce que pour le coup, vous avez multiplié par 3 quasiment la quantité initiale. Ouais. Sauf que initialement, on avait fait que des chaussettes. Enfin, on avait fait, je veux dire, boxers et chaussettes initialement, et là, on fait plus que des boxers parce que les chaussettes, il y a certains modèles de chaussettes de la première prod que j'ai toujours, quoi. Donc. Ouais, d'accord, ok. C'est là que j'avais fameux artiste, là. les fameux designs sur Photoshop. Ouais, c'est ça. Celle-là, je pense qu'à la fin de Petron, on les aura toujours. Alors que tu vois, après, on s'est dit, bon, ben, les chaussettes, on va faire des trucs sobres, meilleure qualité possible, après, genre comme pour les boxers. Et là, j'ai des modèles de chaussettes, j'écoule tout en 2 mois, quoi. Et donc après, derrière, tu développes ta gamme de t-shirts. Sur la même base textile? Enfin, sur la même matière, ouais, du coup? Sur la même base textile, on fait t-shirt, caleçon et slip, en plus. Donc t'élargis quand même grandement la gamme. Ouais. Ok, donc ouais, ça va quand même très vite. Ça. C'est le point qui va nous intéresser, c'est que du coup vous êtes arrivé sur un moment qui était quand même un peu charnière. En fait, au final, le Covid, les commerçants, ça nous a plutôt aidé. Mais les 15 premiers jours, plus aucune commande, quoi. Donc toi, tu viens de faire la plus grosse commande de ta vie. En plus, mon chômage s'est arrêté là. Et là, tout s'arrête. Bon, ça fait un peu peur pendant 15 jours, mais en fait, au final, ça a bien repris assez vite, quoi. J'interromps cet échange 2 petites secondes pour te rappeler que si ce contenu te plaît, tu peux penser à t'abonner si tu regardes cette vidéo sur YouTube ou à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important, ça nous aide à faire connaître le podcast et à recevoir des invités toujours plus intéressants. Alors merci à toi de prendre le temps. Allez, je te laisse avec la suite. La décision d'étendre la gamme, comment elle s'est prise? Je me pose la question. Est-ce que c'est quelque chose que tu testes un peu à la Asphalt avec du questionnaire client et tu vas chercher du feedback? Est-ce que ta base client elle est suffisante pour le faire à ce moment-là, ou est-ce que c'est que du feeling et tu te dis bah si j'arrive à vendre des boxers, a priori j'arriverai à vendre des caleçons et des slips? C'est un mélange des deux. On le teste sur notre base client avec du questionnaire, tout ça. Après, ma base client elle est pas énorme. Il y a une dimension de feeling dedans aussi, quoi. Après, c'est des chiffres basiques aussi. C'est en gros le boxer, c'est prédominant dans les sous-vêtements masculins, mais c'est 62%. Donc ça veut dire qu'il reste un tiers du marché à aller voir, quoi. Et les t-shirts, c'est parce qu'il y avait des minimums de commandes. En plus, comme on rentrait dans des matières de plus en plus précises, pour pas que ça vous loge, pour pas que ci, pour pas que ça, et pour que ça soit de mieux en mieux, en fait, plus tu vas sur de la matière précise, moins ils l'ont en stock. Là, même les filateurs n'ont pas en stock. Parce qu'au départ, la première toile qu'on fait, c'est notre propre toile, mais avec des mélanges de fils qui existent en stock chez les filateurs. Et là, maintenant, c'est des mélanges de fils que les filateurs font expressément pour nous, quoi. Et donc, du coup, tu te retrouves avec, tu passes de, je crois au départ, le minimum, c'était 5000 pièces. Et tu te retrouves avec, si tu dois le faire en sous-vêtements, des minimums de commandes où t'es plutôt à 20 000, 30 000 pièces, quoi. Et donc, du coup, le t-shirt, c'était pratique parce qu'un t-shirt, ça prend beaucoup plus de toile qu'un sous-vêtement. Donc, ça me permettait de contourner un peu le problème, quoi. J'y croyais pas du tout, je me suis dit bon on va le faire, de toute façon des t-shirts il y a quand même des gens qui vont les acheter. Et puis quand tu le passes tu te dis ah ouais mais il est quand même vraiment différent d'un t-shirt que j'ai l'habitude de porter. Alors en plus moi je porte pas de t-shirt, enfin à part pour dormir ou sous les habits, donc j'y croyais pas plus que ça, et c'est incomparable par rapport à un t-shirt en 100% coton quoi. Moi je suis pas trop sujet à ça, je transpire quasiment pas donc j'ai pas trop d'odeur corporelle. Mais pour toutes les personnes qui ont des odeurs corporelles un peu fortes, qui transpirent pas mal, en fait vu que c'est antibactérien et que ça sèche vite, il y a quasiment aucune odeur quoi.
Et donc là, on commence à avoir plein de messages de personnes qui me disent j'ai aucune odeur avec, j'adore, c'est la première fois que ça m'arrive et tout. Donc du coup, bon, ça rajoute un peu la satisfaction, quoi. Ce qui pour le coup est pas le cas du tout du coton, qui lui va avoir plutôt tendance à sécher très lentement et à conserver l'humidité beaucoup plus, quoi. Et puis après, t'as les matières techniques dérivées du pétrole, ce qu'on appelle les matières synthétiques, qui en fait, elles, ça sèche vite. Mais ça garde que les bactéries. Du coup, ça sent, directement, quoi. Tu fais 10 minutes de sport, déjà tu sens, quoi. C'est le chasuble au collège, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai découvert que j'avais une odeur corporelle avec un t-shirt de sport comme ça, quoi. Au moment où vous récupérez cette nouvelle prod, les t-shirts, les slips, les caleçons, les boxers, début de confinement. Donc là, tu te dis, ouais, pendant 15 jours, tout s'arrête. Et derrière, comment ça repart pour vous? Déjà, est-ce que vous mettez des choses particulières en place? Est-ce que pas du tout? Genre, juste vous attendez que ça passe? Comment vous vivez ça, déjà, vous, de l'intérieur? On fait une prévente, en fait, justement, sur les nouveaux produits, t-shirts, slips et caleçons. Du coup, on intègre aussi les boxers parce qu'on était quasiment en rupture de stock sur tout, en fait. Donc, on fait en gros une prévente qui dure 3 semaines sur quasiment tous les stocks à venir, qui sont quasiment tous les stocks, hormis les fameuses chaussettes, quoi. Et ça prend pas trop mal. Ta prévente, juste que je comprenne bien, elle arrive avant ta production? On a déjà lancé la prod. Ouais, parce que tu parlais d'Asphalt. Asphalt, je crois que c'est eux, c'est vraiment ils lancent la prod une fois qu'ils ont. Et donc du coup, tu mets peut-être 2-3 mois à recevoir les produits. Nous, c'était 2 semaines après, quoi. La prod avait déjà commencé, quoi. On n'avait pas de toute façon, on faisait plus de quantité que ce qu'on allait vendre en prévente, quoi. Donc il n'y avait pas d'enjeu à tomber pile sur le bon nombre de. Oui, mais ça te permet quand même, toi, de générer du cash tout de suite et puis de driver un peu de vente, quoi. Ouais, et puis parce que tes prods, tu les payes à l'avance, de toute façon. C'est ça aussi un peu le problème qu'on avait au début, c'est que, en plus maintenant c'est de plus en plus long. Au départ, avant la crise, avant le Covid et tout ça, une prod c'était 3 mois et demi. Là, on est plutôt à 5 mois et demi, 6 mois. Et bon, ça vient aussi du fait qu'on personnalise plus, quoi. Quand on fait faire notre propre mélange de fils et tout ça, mais bon, ça va aussi parce que, on peut négocier un peu plus des délais de paiement, pas tout payer en amont et tout. Mais au départ, on payait tout en amont, quoi. Donc souvent, tu te retrouvais le temps d'avoir les moyens de repayer une nouvelle prod, t'étais en rupture de stock, quoi. Ce qui est le challenge de toutes les marques naissantes qui connaissent un peu de succès, quoi, c'est de réussir à gérer ton réassort de manière suffisamment rapide. Et donc ça, les préventes, c'était un levier pour vous? Permettait d'optimiser un peu ça? Ouais, ça nous permet d'avoir, parce qu'à un moment, il y avait plus trop de livraison en plus pendant le Covid. Donc ça permettait de générer du chiffre d'affaires, même si on livrait pas les produits, quoi. En termes de croissance, on n'a pas parlé de croissance effectivement depuis le début, mais je suppose que vous avez de la croissance si vous arrivez à écouler de toute façon des prods de plus en plus grosses, ça continue. Tu sens une accélération à ce moment-là ou c'est linéaire? Non, c'est pas linéaire du tout. Première année, qui est pas une année complète, on fait 125 000 euros. Deuxième année, donc l'année où il y a le Covid, je crois qu'on fait 460. Oui, fois 3 et demi, oui. Ouais, c'est pas du tout linéaire, quoi. Ouais, donc là, par contre, du coup, tout de suite, ça te place quand même dans une autre gamme de marques. Est-ce que, oui, tu fais plus de chiffres, t'as plus de clients. Vous avez dès le début cette rétention, la rétention énorme que vous avez aujourd'hui, ou c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps? Dès le début, alors c'est difficile à calculer parce que les outils de rétention client, tu demandes par exemple du 1er janvier au 31 décembre, et ils te disent il y a 27% de tes clients qui ont commandé au moins 2 fois sur cette période-là. Mais en vrai, ils prennent aussi les personnes dont la première commande est le 31 décembre. Ça te dit pas sur 12 mois coulants, en fait. Donc à ce moment-là, moi j'ai fait on n'avait pas trop de clients, là je peux plus, hein. Mais j'ai fait à la main tous mes clients sur 12 mois pour voir, et on était à 40%. Oui, dès le début, t'as quand même un taux de réachat qui est assez important. Avec un panier moyen, même si t'as pas les chiffres chiffrés, de combien de produits? Si, alors le panier moyen, j'avais les chiffres, ça par contre ça te le donne. J'avais 4 produits à l'époque. La gamme était moins large, en moyenne par panier, et un panier moyen à 64 euros. Ouais, donc un panier moyen quand même qui permet de financer un peu d'acquisition. C'était ça surtout ma question. Mais on n'en faisait pas. On a commencé avec le Covid, l'acquisition en fait. Et donc vous viviez des articles qui avaient été écrits au départ? On n'a jamais été très fort sur les réseaux. Donc sûrement un peu d'organique sur les réseaux, mais bon, ouais. Plutôt les articles, quoi. Quand tu dis les articles, c'est les articles invités dont tu as parlé tout à l'heure, Bungle, Comme un camion. On a eu Jamais vulgaire aussi, je crois. Et un peu de SEO chez vous? Vous écrivez des articles aussi? On a écrit pas mal d'articles. Il y a des trucs où on est les premiers. On faisait des pop-up aussi. On fait un pop-up de créateurs, quoi, un marché créateur où il y a, je sais pas, une trentaine de marques, un truc comme ça.
Et il y a un mec qui vient directement sur le stand, et puis bon, je sais pas, je leur demandais quand même s'ils nous connaissaient avant, au cas où. Bon, et ils répondaient toujours non. Hein. Puis là, il me dit oui, je suis venu exprès. Je dis ah bon, et vous nous avez connu comment? Alors je croyais que c'était bonne gueule ou comme un camion. Quoi. Il me dit je vous ai trouvé en tapant chaussettes côtelées sur internet. J'ai dit mon téléphone, j'ai tapé chaussettes côtelées, et effectivement on était premiers. On n'avait jamais essayé de voir si on était premiers ou pas. Et du coup, on s'est dit ah ouais, il y a quand même un filon. Marion elle aime bien écrire, donc elle a écrit pas mal d'articles, et maintenant il y a pas mal de longues traînes sur lesquelles on est premier. Je pense, honnêtement, j'ai fait un post sur LinkedIn pour annoncer notre collab et j'ai une de vos photos produits en illustration et vraiment le post a floppé mais très très fort. Je suppose que c'est parce que LinkedIn l'a spoté comme de la nudité. Et du coup, je me suis posé la question de me dire, mais en fait, c'est un problème aujourd'hui dans votre communication. C'est quelque chose sur lequel vous avez des enjeux ou pas du tout? Janvier 2021, on s'est fait bloquer notre compte de pub chez Facebook en plein milieu des soldes pour contenu non approprié, alors que, franchement, on n'a pas du tout de pause lascive, quoi. C'est juste un mec en sous-ton, quoi. Et ils ont mis 15 jours à nous le remettre en route, quoi. Genre pour la dernière semaine des soldes, quoi. Ce qui m'étonne pas trop, mais c'est vrai que je voulais quand même qu'on aborde le sujet parce que effectivement, on accompagne nous aussi des marques qui sont dans le CBD. Et c'est pareil, c'est des galères sans nom. Les Américains étant assez puritains et assez carrés sur ce qui passe ou pas auprès des annonceurs, je me suis fait la réflexion de me dire en fait oui effectivement, et encore vous avez que des hommes. Pour le coup, le jour où tu étends à la femme, je pense que c'est encore d'autres. Mais je sais pas en fait, parce que c'est des robots et c'est par rapport au pourcentage de peau par rapport au pourcentage de produit. Bah t'as 2 sous-vêtements sur la femme. Peut-être que le pourcentage de peau est moins important par rapport au pourcentage de produit et c'est pas dit qu'elle soit plus strikée. Ouais. Et donc ça, comment tu le gères? Parce qu'en vrai, juste tu fais un recours à Facebook et tu croises les doigts, quoi. Bah là, on l'a géré aussi ce qu'on fait, c'est que on les fait poser avec des t-shirts, quoi. Et ils mettent un peu la main au niveau du ventre pour tenir le t-shirt pour qu'on voit bien le sous-vêtement, quoi. T'es quand même obligé de trouver des palliatifs pour pas te retrouver bloqué, quoi. Après, le vrai souci qu'on a, déjà les réseaux sociaux, je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc c'est plus compliqué déjà quand t'es une marque d'hommes. Et après, les hommes quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont pas suivre la mode, quoi. Ils suivent plutôt des sportifs, des groupes de musique, pas la mode. Et alors là, en plus, comme tu dis, on est des hommes dénudés. Alors, on va trouver des mecs qui vont suivre des marques d'hommes dénudés. Oui, t'es pas Victoria's Secret, quoi. Ouais. Donc c'est compliqué. L'organique sur les réseaux sociaux, c'est vraiment compliqué pour nous. Je vois quand on parle avec des marques féminines qui font du sous-vêtement, à chiffre égal, on a à peu près 10 fois moins de followers sur les réseaux sociaux, quoi. Il y en a même qui ont 20 fois plus de followers que nous et qui font moins de chiffres, quoi. Oui, parce que du coup, t'as des gens qui sont pas la cible, mais qui sont là plus pour le content que pour le produit, quoi. Et donc aujourd'hui, vous avez une strat, donc tu m'as dit un peu de Facebook Ads, du coup, puisque si vous êtes fait bloquer pendant les soldes, donc Facebook Ads, beaucoup de SEO, du coup, puisque vous avez des requêtes sur lesquelles vous rankez. C'est quoi les autres canaux d'acquisition pour Petron aujourd'hui? Il faudrait qu'on développe, on fait un peu de Google. Je pense qu'il y a pas mal de bouche à oreille dans le sens où je sais que sur tout ce qui est blog masculin, quand ils ont des marques à recommander en sous-vêtements, on fait partie des 2-3 qui sont tout le temps recommandés. Donc beaucoup d'articles. Ouais, articles, blogs, mais aussi discussions, quoi, forum. On a pas mal de recours. Voilà, on fait pas d'affiliation, on fait pas d'influence. Faudrait peut-être qu'on en fasse. Je sais pas quel est le pouvoir de l'influence sur du sous-vêtement masculin. J'avoue, ce serait à tenter. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que de ce que j'entends là, entre guillemets, vous avez un très bon produit qui se suffit en tant que marketing, quoi. On dépense 10% de notre chiffre en marketing à peu près. Donc c'est peu pour une marque digitale. Je pense que les marques digitales, elles sont plutôt entre 30 et 50, quoi. Oui. Ouais, parfois plus. Oui, parfois plus. Ouais. Bon, il faudrait qu'on soit plus. Après, on fait un peu de pop-up. Là, on aimerait bien faire pourquoi pas un réseau, moi c'était mon métier, quoi. Un réseau de boutiques, ça apporte de la réassurance, de la visibilité. Et ça permet d'essayer peut-être, parce que c'est ce que tu disais, le challenge c'est un peu de réussir à déclencher ce premier achat. Aujourd'hui c'est potentiellement compliqué parce que t'es obligé de déclencher un achat pour que la personne se rende compte de la qualité du produit. Si demain t'as des boutiques physiques, t'as une conversion aussi qui est plus simple dans la mesure où la personne est là, elle a le toucher, elle a le produit dans les mains, ce qui lui permet aussi de se rendre compte un peu plus de ce qui se passe réellement d'un point de vue technique, quoi. Et puis je pense qu'il y a une partie réassurance. Quand t'as une boutique, tu deviens une vraie marque, quoi. Je pense qu'il y a quand même une méfiance. Bon, c'est générationnel, c'est pas toutes les générations, mais il y a un bon nombre de générations qui ont pas trop confiance dans les marques purement web, quoi. Ça serait intéressant. Tu as la moyenne d'âge de vos clients? Enfin, tu sais à peu près quelle cible vous touchez? On avait mis un anniversaire pour ça, avec une incitation pour qu'ils le fassent, avec un bon d'achat de 10 € pour l'anniversaire. Puis il s'est avéré que l'anniversaire tombait toujours pile le jour de la première commande. Donc ça nous a un peu agacé, on a arrêté. Après, bon, t'as des indices avec les
les prénoms un peu. Quand t'as Thierry, tu te doutes que... Oui, Thierry, il a pas 20 ans, quoi. On a quand même pas mal de prénoms de type Thierry. Donc je pense qu'on a ce discours un peu qualité et un peu moins axé sur la mode, confort aussi. Ça parle peut-être plus à des gens un peu moins jeunes. Puis on est un peu premium en plus. En termes de prix, on n'est pas très très cher, mais on est plus cher que la fast fashion, quoi. Et donc du coup, ouais, je dirais que il me semble des gens que je vois venir sur les pop-up, des prénoms, il me semble qu'on est plus entre 30 et 60 ans, quoi. C'est intéressant parce que pour le coup, c'est pas une cible très traditionnelle pour une DNVB. D'habitude, les DNVB ont tendance à plutôt cibler des gens qui ont entre 20 et 30 ans et tu vois qui sont nés dans le digital. C'est intéressant d'avoir une cible qui est plus âgée et de réussir à convertir quand même et de réussir à les amener justement à de la confiance alors que t'as pas de réseau de distribution physique et en plus à les garder en rétention. Bon, la rétention c'est le plus facile à la limite. Si le produit est bon, c'est le plus facile, quoi. Vraiment, l'acquisition c'est le défi pour nous parce qu'après, moi j'ai 40 ans. Franchement, les réseaux sociaux, c'est pas du tout de ma génération. Ça, à titre personnel, ça me plaît pas du tout. Du coup, j'ai du mal à me projeter dans ça. Bon, on le fait, hein. Mais c'est vrai que je serais beaucoup plus à l'aise avec un réseau physique, mais les réseaux physiques, ça demande beaucoup d'argent. Donc bon, Marion, qui est plus jeune, fait la partie réseaux sociaux, mais elle est pas non plus passionnée par ça, donc... Je trouve ça intéressant, pour une fois, d'avoir un discours un peu différent du classique pub méta, influence. Il y a aussi un moyen de créer de belles marques avec de beaux produits en les pensant bien, durables, bien conçus, bien produits. Il faut être plus patient, quoi. C'est ça, mais après c'est plus pérenne. Il y a beaucoup de marques qui meurent en ce moment et qui avaient fait des démarrages tonitruants, mais parce que justement ils se basaient sur pas des choses plus des phénomènes de mode, quoi. C'est vrai que ça m'a toujours fait peur de se lancer dans la mode, et dans la mode, bon, mais il y a le mot mode et le phénomène de mode, c'est vraiment même des marques mondiales et qui sont des succès incroyables. Il y a des moments où ça va plus, quoi. Je suis sûr que Doc Martens, il y a dû avoir des périodes où ils vendaient 10 fois moins qu'aujourd'hui et 10 fois moins que 5 ans avant, quoi. C'est toujours ça qui me fait peur. Alors je me dis, autant faire un produit vraiment avec une valeur cartésienne et qui fait qu'on aura toujours rétention de personnes qui se diront, bon ben moi j'en suis satisfait, je vais pas aller voir ailleurs, quoi. Bah surtout que t'en parlais au début, la mode est quand même un milieu hyper ingrat. On parlait des costumes tout au début de cet épisode. Je pense qu'il y a une cinquantaine d'années en arrière, si t'avais dit aux gens un jour le costume ça se vendra plus, on est loin de ça se vend plus, mais c'est quand même pas aujourd'hui, enfin... Non, c'est pas en croissance, ouais. Et bah ça, il y a 50 ans, c'était inenvisageable. Alors aujourd'hui, t'as des effets de mode qui sont beaucoup plus cycliques, beaucoup plus rapides, etc. Mais même sur des tendances de fond comme celle-ci, t'as quand même des déclins. C'est compliqué aujourd'hui de se lancer quand même dans ces secteurs-là avec un produit qui est intemporel. Et pour le coup, je pense que les sous-vêtements, c'est quand même, ça coche quand même un certain nombre de cases là-dessus. Je pense que le move était hyper smart. J'aime bien dire aussi que, enfin, tu vois, il y a toujours des business comme ça qui sont pas sexy, parce que pour le coup, voilà, le business du sous-vêtement, c'est pas forcément le business sexy par excellence, quoi. Je sais qu'au moment où je voulais me lancer, t'as toujours des gens qui ont des projets autour de toi. Je sais pas, quasiment tout le monde voulait faire dans l'homme, il voulait faire soit des marques de costumes, soit des marques de chemises, soit des marques de nœuds papillons. Alors des nœuds papillons, personne n'en porte. Costumes, il y a beaucoup trop de marques par rapport au marché déjà. Les chemises, pareil, quoi. Puis en plus, il y a déjà des marques qui le font très très bien, quoi. Et puis avec une concurrence qui est effroyable. C'est sûr qu'en société, après, quand tu dis j'ai lancé une marque de sous-vêtements masculins, ça fait rêver personne, hein, mais bon, tu fais pas le choix pour faire rêver les gens, hein. En société, c'est mieux de dire je bosse en bureau que je suis directeur de boutique, quoi. Mais bon, je m'étais dit, en boutique, il y a des heures de fermeture. Je vais pas être obligé de faire comme quand tu te lances dans les bureaux du 9h du matin, 1h du matin pour espérer progresser. Moi, la boutique elle me ferme de temps en temps. Les salaires, c'était les mêmes. J'étais en contact avec des gens. Il me semblait qu'il y avait une variété qui était sympa parce que je voyais plusieurs personnes, le contact avec la clientèle et tout ça. Donc, c'est quoi la suite pour Petron? Plusieurs axes. Là, bon, le gros axe, ça a été justement retravailler notre branding et notre site, et l'ADN de notre site. Donc, qu'on a fait avec l'agence Riposte, là, dont je vous parlais. Bon, t'as pas vu notre ancien site, mais il avait pas d'identité. Donc là, maintenant, on a une identité. Donc ça, c'est important. Je pense que ça met un peu plus en confiance quand même aussi d'arriver sur un site internet qui a un univers, quoi. Il fallait qu'il soit efficace aussi, parce qu'on était sur WooCommerce et c'était une catastrophe. Il buguait sans arrêt, du jour au lendemain, on n'avait plus de site, on savait pas pourquoi alors qu'on avait remodifié, enfin voilà. Donc maintenant ça c'était le gros chantier, c'était que notre outil numéro 1, le site soit à la fois du caractère et soit à la fois efficace. Donc bon, c'est toujours, on va continuer à l'améliorer au fur et à mesure, mais là on est sur une base qui est convenable, on dira. Prochain chantier, on s'est rendu compte, donc nous on est à la campagne, il est donc à côté d'Auch, où j'ai grandi. Il y a une boutique de sous-vêtements masculins à Auch qui est 23 000 habitants.
qui a été refaite depuis les années 70, dont la gérante, l'unique personne dedans, a pas d'adresse mail, qui est vraiment allergique à toute modernité. Et je suis rentré pour voir un peu quelle était l'offre qu'il y avait à l'intérieur, puis voir ce que c'était une petite boutique d'une petite ville de sous-vêtements masculins en fait. L'offre était assez diversifiée. On voit que c'était quelqu'un qui aimait le produit, qui connaissait le produit, une bonne vendeuse. Et on a commencé à parler ensemble et tout. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait le gros problème qu'ils avaient dans ces boutiques-là, c'était la marge. Sur les petits produits comme ça, les marges sont faibles. Et donc du coup, en parlant avec elle, je lui ai dit je me sentais un peu coupable de faire le client mystère là comme ça. Et je dis en fait j'ai une marque, je pourrais pas vendre chez vous parce que nous on a fait un modèle de vente en direct et j'ai pas les marges pour vendre chez vous. Par contre, ce que je peux faire, on n'a pas notre nom, on n'a pas mis notre marque sur les chaussettes. Donc je peux vous les vendre en faisant des emballages au nom de votre boutique. Et vous les vendez au prix que vous voulez, quoi. Donc qui est plus cher que nous en gros. Et on a fait un test avec elle. Elle a pris 84 paires et elle en a vendu 70 en un mois. Donc il y a quand même un potentiel en distrib physique assez important. Et puis en plus ils sont contents parce que c'est sous leur propre nom. Ils vendent des produits qui sont logotés à leur nom. Et comme ils mettent le prix qu'ils veulent, ils ont une meilleure marge aussi. Nous, ça nous permet de faire plus de volume en chaussettes. Donc ça nous a ouvert la porte d'usines qui avaient plus de choix sur les matières, plus de choix sur les machines, sur beaucoup de choses. Donc on va développer notre gamme de chaussettes et on va se lancer dans le wholesale. Du coup, vous allez apporter votre savoir-faire technique, pour le coup. Tout le temps que vous avez passé à construire des matières sur mesure, etc. Vous allez faire gagner un temps fou à ces marques-là qui vont pouvoir simplement accéder à des produits de top qualité et marger dessus convenablement. Donc ça, premier point. Deuxième point, on voudrait faire du retail. Là, on a un plan, improbable encore, pour une foncière qui a des centres commerciaux, qui s'occupe des centres commerciaux autour des carrefours. Et en fait, qui nous contacte, qui a dû contacter, qui a fait un concours pour les DNVB, qui a dû contacter toutes les DNVB qui existent et se faire envoyer bouler par toutes les DNVB qui existent. Parce qu'en fait, ils testent leur concept à Calais. Forcément, Calais, je pense que les gens ont même pas répondu à l'email, en fait. Et du coup, moi, j'en parlais avec un ami qui bosse chez Cabaya, qui bosse beaucoup dans les centres commerciaux, justement. Et il me disait, non, mais regarde quel centre commercial c'est, demande quand même les chiffres. Parce que les centres commerciaux, aucune marque moderne ne veut y aller parce qu'on n'en est pas client, en l'occurrence j'y vais jamais. Mais il y a des clients et on leur propose tout le temps les mêmes marques. Et quand tu ramènes quelque chose d'un peu différent, un peu nouveau, un peu sympa, ça marche bien, quoi. Du coup, j'ai fait rendez-vous avec le commercial de la foncière. Et je pense qu'on va prendre 2 mois en été pour tester. Et franchement, les chiffres qu'ils donnent sont assez incroyables. Comme je bossais dans des réseaux, j'avais les chiffres des réseaux à Paris. Ils sont meilleurs que les chiffres des réseaux à Paris, quoi. Et on est sur des loyers à diviser par 10, quoi, quasiment. Et dans une boutique qui a été refaite à neuf par le cabinet d'architecte à la mode à Paris pour tout ce qui est commercial. Je pense intéressant à tester. Et puis après, potentiellement après, si on voit que ça marche, ouvrir des boutiques. Moi, j'adorerais avoir des boutiques. Donc là, le test aura lieu cet été, c'est ça ? J'espère. En fait, la boutique est grande, elle est modulable, mais c'est le même loyer. Et donc, j'aurais demandé, mais est-ce que je peux en fait proposer à une autre marque de venir avec nous ? Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Donc là, je suis en discussion avec une marque de maillot de bain. J'attends leur réponse et s'ils me disent oui, on y va cet été, quoi. Non, puis en plus, moi, j'aime beaucoup la vente en boutique. Tu rencontres des nouvelles personnes différentes tous les jours. C'est sympa, quoi. Bah écoute, merci pour tout ça, merci pour ton temps, c'était hyper intéressant, je pense que pour le coup c'est vraiment un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, je suis ravi qu'on puisse mettre tout ça en lumière. Merci beaucoup, et puis merci de nous avoir sauvé le coup pour le site internet. Je suis vraiment tombé vraiment amoureux de la marque, je trouve que l'identité, en tout cas telle qu'elle a été repensée, j'ai pas connu l'identité avant, mais le travail qui a été fait, je le trouve vraiment hyper cool, et j'aime beaucoup le discours derrière que tu tiens toi, ça donne vraiment du corps à tout ça, et ça mérite d'être entendu. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt, et puis bye. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner, pense à nous laisser un avis 5 étoiles. Ça nous aide vraiment à développer et à faire connaître le podcast. Et si t'as une boutique Shopify et que tu veux la faire évoluer, tu peux me contacter sur LinkedIn ou directement sur lugus.agency. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!